Alors, je vois, vous avez 2 signatures proches un petit peu différentes. Effectivement, chez Allenvie, il y a, le fait de bien prendre soin de ses personnels, de manager, avec efficacité, mais aussi avec bienveillance son personnel pour que lui-même puisse apporter, efficacement son accompagnement auprès des publics bénéficiaires. Et puis chez vous, c'est de l'organisation et puis, voilà, cette infrastructure dont vous allez nous parler après que vous avez mis autour de votre accompagnement des salariés. J'ai tout de suite envie de poser une question d'actualité à Guillaume Desnaux, parce que la loi grand âge a été une nouvelle fois reportée, le gouvernement l'a annoncé fin janvier. Euh, est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est grave, j'ai envie de dire, docteur? Quelle est l'urgence de réformer le secteur? Comment est-ce que vous avez pris ce nouveau report de la loi grand âge et dépendance? Alors, je suis pas docteur déjà, donc il y a un report, mais il y a quand même des actions qui sont faites. Donc après, moi, je ne vais pas forcément me prononcer sur le calendrier, mais sur le fond, le contexte, Stéphanie l'a rappelé, il y a un choc démographique, on le sait tous, qui s'annonce, mais qui en réalité est en train de commencer parce que 2020, c'était les 75 ans du baby boom, donc on est en train de démarrer le papy boom. Donc en fait, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie, il va augmenter de manière beaucoup plus forte dans les prochaines années qu'il n'a augmenté précédemment. Ça, c'est le contexte. Donc, beaucoup de gens à attirer pour faire ces métiers. Et aujourd'hui, personne, il y a des énormes difficultés de recrutement. Peu de gens veulent y aller. Pourquoi c'est fondamental de faire une loi? En fait, là, on fait une réunion sur les métiers du care. Mais au-delà de réunions qui existent entre nous, ou qui peuvent exister dans les ministères ou certaines fédérations professionnelles avec ces intitulés, le métier du care n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les métiers du soin, donc du cure en anglais. Ça, c'est à peu près bien clair, à la fois en termes d'organisation et en termes de représentation symbolique. Donc, il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Ils ont des conditions de travail harmonisées en fonction de leur titre et de leur statut. Ils ont des caducées, des cartes professionnelles, ils ont des études. Ils arrivent à attirer d'ailleurs parce que même si les conditions sont très difficiles, en réalité, ils ont une symbolique qui est très forte, qui est celle du soin et qui est très belle d'ailleurs. Puis à côté, vous avez un grand fourre-tout qui sont les métiers des services à la personne, dans lesquels vous avez aussi bien du ménage, du paysagisme, du soutien scolaire et de l'aide aux enfants, de l'aide aux personnes âgées, de l'aide aux personnes handicapées. Et ça, en fait, ça demande d'être structuré. Et nous, on milite avec d'autres pour qu'il y ait la reconnaissance d'un véritable secteur du prendre soin, donc du care, qui regroupe les métiers où l'attendu est vraiment fondamentalement la construction d'un lien humain, d'une relation humaine, et pas juste l'exécution d'une liste de tâches. Et aujourd'hui, le problème, si vous voulez, c'est quand vous êtes un professionnel du prendre soin, que vous accompagnez des personnes âgées ou un enfant en situation de handicap, eh bien, en fait, votre formation est déjà très, très peu connue. Donc, les gens n'arrivent même pas à identifier votre métier entre aide-soignant, infirmier ou homme ou femme de ménage. On ne sait pas trop. Il y a plusieurs noms. Il y a auxiliaire de vie, il y a aide à domicile, il y a garde-malade, il y a dame de compagnie, selon un peu les contextes. On n'arrive pas à identifier. Vous avez une formation qui est souvent très légère. Vous avez très peu de formation continue. Quand vous avez une formation, elle est très purement technique. On ne prend pas du tout en compte la dimension humaine, justement du lien humain que vous devez créer en tant que professionnel du prendre soin, parce que quand on dit qu'il s'agit de prendre soin, il ne s'agit pas juste de venir, de faire le ménage, de préparer le repas et de repartir. Ce n'est pas du tout ça le vécu. Et en fait, ce qu'il y a dans la description des métiers, c'est ça. Donc, il y a tout à repenser, à la fois les conditions de travail, les cursus de formation, et les noms des métiers, la représentation. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui avancent, parce que même s'il n'y a pas de loi, j'ai entendu récemment Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Autonomie, dire qu'il y avait une carte professionnelle qui allait être créée. Voilà. C'est pas, ça, c'est pas grand-chose, mais ça fait partie de la symbolique qui est nécessaire pour que ces métiers deviennent des vrais métiers au sens noble du terme. Mais pour bien comprendre cette loi, elle est importante pour vous, pour le développement de votre activité? Bah, nous, on continue sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans que la loi change. Et ça, c'est aussi important, je pense, d'une manière générale, dans notre secteur et dans tous les secteurs en France. Déjà que les acteurs de terrain, qu'ils soient associations privées, se disent faisons déjà le maximum de ce que je peux faire dans le contexte existant. Et puis, en plus, bah, réclamons des évolutions qui paraissent nécessaires. Mais on peut déjà faire beaucoup sans la loi, évidemment. Mais les lois aideront. Et donc, nous, voilà. Que la loi soit maintenant, dans un an, quel que soit son contenu, on continuera d'avancer. Et je pense qu'on peut faire de très belles choses, nous, avec d'autres acteurs de terrain, parce qu'on travaille aussi beaucoup en collectif. Mais tant mieux s'il y a des lois qui viennent, encore une fois, appuyer les choses très simples, qui sont très simples, les dimensions symboliques des métiers, les conventions collectives qui permettent d'harmoniser les conditions de travail, et puis surtout les référentiels de formation. On peut faire des choses sur le terrain, mais à un moment donné, l'État peut avoir le mérite de clarifier et d'harmoniser plein de choses qui se développent actuellement dans les cursus de formation.
Et donc, il y a aussi donc un enjeu d'attractivité des métiers. Donc, on voit que cette crise, effectivement, elle pousse à reporter ce projet de loi. Cette crise, elle bloque un certain nombre de processus et elle déclenche aussi des opportunités. De votre côté, Joël Rioux, est-ce que Responsage ressort plutôt renforcé, plutôt fragilisé par la crise et comment vous en sortez? Dites-nous pourquoi. Alors, Responsage ressort fortement renforcé de la crise parce que il y a deux évolutions importantes que l'on a notées. Euh, Tout simplement dans la prise de conscience à la fois des clients et puis des personnels avec lesquels nous travaillons. Du côté des clients, je pense que l'élément fondamental a été notre capacité finalement à garder le lien avec les salariés de nos clients, c'est-à-dire d'assurer la continuité de service. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'institutions publiques, enfin, toute une offre de services qui n'a pas tenu le choc pendant le confinement. D'ailleurs, nous-mêmes, ce qu'on appelle notre centre de débordement, c'est-à-dire quand on a un nombre trop important d'appels, eh bien, les appels suivants sont débordés vers un acteur qui les réceptionne pour pouvoir les traiter. Cet acteur n'a pas tenu le choc pendant le mois de mars et d'avril. Or, il s'agit d'un grand nom de la place, ce qui veut dire que assurer la continuité de service a été un élément fondamental de la qualité de notre prestation. Et ça a été noté par beaucoup de nos clients et ça interpelle beaucoup de nos prospects. Donc, si vous voulez, à ce niveau, déjà, un élément plutôt très positif pour nous. Deuxième élément très important, peut-être d'ailleurs que ça a surpris certaines personnes qui nous écoutent ce matin, c'est notre capacité finalement à faire de l'accompagnement social, ou en tout cas accompagner les fragilités, pour sortir un peu des clichés, à distance. Alors évidemment, beaucoup de gens disent, mais comment peut-on faire de l'accompagnement à distance? On est dans l'humain, il faut rencontrer les gens, etc. Certes, mais nous pensons qu'il existe une vraie, comment dire, une vraie opportunité d'apporter ces services à distance. Et nous en avons aujourd'hui l'organisation et les moyens. Ce qu'il manquait, c'était la prise de conscience. Alors, vous savez, beaucoup de gens disent cette crise a fait progresser de peut-être 4 à 5 ans la prise de conscience dans beaucoup de domaines du digital. Moi, je partage exactement cet avis. C'est-à-dire que là où nous étions vus un peu comme des gens qui étaient peut-être, comment dire, des personnes qui avaient une vision très déshumanisée des choses, etc. Alors, je pense que c'est radicalement le contraire. Tout d'un coup, nous avons eu des travailleurs sociaux qui ont commencé à nous adresser des candidatures de manière assez spontanée pour nous dire, écoutez, je viens de vivre l'accompagnement à distance, je l'ai fait par obligation, et miracle, je m'aperçois que ça marche. Donc ça, si vous voulez, c'est aussi un élément extrêmement important pour nous, parce que ça permet de diffuser un savoir, c'est presque un faire savoir d'ailleurs, que de dire, oui, il existe une manière d'accompagner les gens, de prendre en charge même des situations extrêmement graves, violences conjugales, personnes qui sont à la rue, etc., ou dans des situations financières complètement démentielles. Ça nous permet de les accompagner, de trouver des solutions. Et ça, c'est un élément déterminant pour nous sur comment dire, des pistes de développement et notre croissance future. Dites-nous un petit peu plus sur votre modèle économique. Qui sont vos clients? Comment ça marche? Comment vous les trouvez? Quelles sont vos sources de revenus? Dites-nous tout. Alors, le modèle économique, c'est un modèle qui est basé sur l'abonnement, c'est-à-dire que on, on rencontre nos clients qui souhaitent mettre en place ce service à destination de leurs salariés et ils payent un forfait par salarié et par an pour l'ensemble de leurs salariés. Charge à nous de mutualiser, si vous voulez, les coûts et de trouver notre équilibre économique en fonction des volumes que nous traitons. Les principes de base de notre prestation, c'est on nous contacte à partir d'un numéro de téléphone, à partir d'un espace bénéficiaire, et le salarié nous adresse une demande. Systématiquement, s'il nous envoie quelque chose par mail ou par Internet, nous le recontactons pour avoir un contact humain avec lui. Et nous allons l'accompagner sur la situation qu'il nous a exposée, sachant que nous nous engageons à répondre en 72 heures ouvrées à la demande qui nous a été faite. Alors, j'insiste parce que ce délai peut paraître, on le pose comme ça. La réalité, c'est que dans certaines entreprises dans lesquelles nous sommes arrivés,
le temps pour rencontrer un travailleur social était de l'ordre de 2 à 3 semaines. Donc, vous voyez déjà les différences incroyables de temps qu'il peut y avoir. Et puis, nous nous engageons à adresser donc une réponse écrite. C'est comme du conseil personnalisé qui permet à la personne d'avoir la vision très exacte de ce qu'il doit faire dans la situation dans laquelle il est. Donc, si vous voulez, ça c'est notre prestation de base. Et nous sommes… Oui, Pardonnez-moi, mais on est bien d'accord, vos clients, vos bénéficiaires, la directe, sont des salariés d'entreprise, mais vous répondez à des problématiques personnelles, pas forcément professionnelles. c'est absolument ça. C'est absolument ça. Il peut y avoir des problématiques professionnelles d'ailleurs, ça peut arriver, mais c'est vraiment, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'équilibre vie pro, vie perso, et dans l'accompagnement des fragilités des salariés, c'est exactement ça. Et alors, Ça, pourquoi il c'est fait ça, l'employeur? Pourquoi est-ce qu'il accepte de payer un abonnement pour résoudre les problèmes personnels de ses salariés? parce que je crois que il y a une prise de conscience, si vous voulez, qui monte, qui est de dire que nous sommes dans une société où les individus sont d'abord de plus en plus seuls, hein. À Paris, il y a une personne sur deux qui vit seule. Euh, Paris n'est pas la France, mais Paris est quand même assez emblématique de ce que l'on retrouve, nous, en tout cas, sur toute la France. Et donc, il y a une fragilisation des individus, une accélération de la pression sur ces individus et donc des situations de fragilité de plus en plus largement répandues. Et ça, je le reprécise, comme je l'ai dit en introduction, quel que soit le niveau d'éducation, de formation, le milieu social, etc. Donc, on sort un peu, si vous voulez, du cliché, entre guillemets, on accompagne des cas sociaux. La réalité, c'est qu'on accompagne tout type de population qui est en situation de fragilité, quel que soit son âge, pour des problématiques liées à l'accompagnement de proches aidants ou pour des personnes qui font face par elles-mêmes à des situations de fragilité très importantes, financières, logement, santé, etc. Et donc, les entreprises qui souscrivent à ce type de service sont des entreprises qui disent, ou qui prennent conscience que soit elles prennent en charge cette fragilité d'une manière ou d'une autre, soit elles doivent en assumer les conséquences, c'est-à-dire des salariés en burn-out, des salariés qui ne sont plus engagés, des salariés qui vont quitter l'entreprise, des salariés qui vont plomber la performance de tel ou tel service pour X raisons. Et donc, l'enjeu, il est là, en fait, hein. Donc ça fait peut-être aussi baisser l'absentéisme, ça renforce la productivité des salariés parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls avec leurs difficultés personnelles. C'est exactement ça. Et Exactement vous ça. pouvez citer quelques exemples d'entreprises clientes ou c'est trop confidentiel? Ah non, non, tout à fait. On a aujourd'hui donc une centaine d'entreprises clientes qui vont du monde bancaire. On a à peu près 4 banques françaises avec qui nous sommes en contact et opérationnel, avec des volumes assez importants à traiter. Nous avons des entreprises du monde de l'industrie, comme Sanofi, comme des industries un peu plus du monde du luxe, des cosmétiques, L'Oréal, LVMH, des entreprises publiques comme France Télévisions, comme Pôle emploi en Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc, un panel de clients extrêmement large, peu de très petites entreprises ou de moyennes entreprises, parce que pour nous, il y a comment dire, un enjeu de commercialisation qui est complexe. Donc, on va voir comment est-ce qu'on arrive à toucher ce type de cible. Pour l'instant, on est plutôt sur de grandes entreprises à vocation nationale et qui ont des engagements RSE forts. Guillaume Desnaux, chez Allenvie, vous travaillez en B2B, vous travaillez aussi en B2C. Expliquez-nous un petit peu votre modèle économique à vous. Donc, notre activité de base que j'ai décrite tout à l'heure, c'est vraiment un opérateur d'aide à domicile. Donc là, c'est un modèle assez classique, hein. Finalement, il y a des auxiliaires de vie salariés et puis on vend des heures d'accompagnement récurrentes à des personnes âgées en perte d'autonomie. Et donc, pour qu'il y ait un modèle économique qui fonctionne, il faut qu'on vende suffisamment d'heures, qu'il y ait un taux d'occupation des auxiliaires de vie qui soit bon. C'est intéressant parce que ce taux d'occupation, il est piloté par chaque équipe autonome d'auxiliaires de vie. Un élément qui nous distingue, c'est qu'on a un système de tarif social, c'est-à-dire que notre tarif horaire s'adapte aux revenus des personnes qu'on accompagne. On est capable d'accompagner des personnes qui sont 100% pris en charge par des aides publiques, sans reste à charge, et puis aussi des personnes qui ont un peu plus de ressources, qui vont avoir un reste à charge plus important, un peu comme une crèche où vous avez un tarif qui diffère selon les revenus. Ça, c'est notre activité effectivement B2C d'origine, mais assez vite, depuis presque 3 ans, 2 ans et demi maintenant, on a développé une activité B2B qui est aujourd'hui centrée sur la formation, à la fois en présentiel et en e-learning, donc sous la marque Compagnie. Tout simplement, en développant les équipes autonomes d'auxiliaires de vie, on a constaté qu'il y avait des manques importants sur la formation dans ce secteur.
et notamment sur la formation concernant la dimension humaine du métier, la formation savoir-être. Pour la faire courte, on a constaté que finalement, aujourd'hui, vous êtes un cadre dans une grande entreprise, dans votre tour à la Défense, vous êtes biberonné toute la journée de formation sur le savoir-être pour pas un jour casser votre ordinateur sur la tête de votre voisin. Par contre, vous êtes auxiliaire de vie, vous êtes toute la journée dans les transports, avec des horaires pas possibles, à accompagner des personnes âgées qui sont souvent des troubles cognitifs. Vous avez des aidants familiaux qui sont souvent au bord du burn-out. Vous avez vous-même une vie qui n'est pas toujours simple. Et dans votre cursus de formation initiale ou continue, il n'y a absolument rien sur ce qu'on appelle les soft skills, donc sur la gestion des émotions, sur la communication, sur le feedback. Et en fait, c'est fondamental, évidemment, dans votre métier. Donc, c'est aussi la manière de voir ces métiers, d'en accepter la dimension humaine et de la rendre une composante essentielle du cadre professionnel qui est fondamentale. Et donc, on a été amené à créer un certificat de compétences sur la dimension humaine du métier. Et aujourd'hui, on forme des centaines de professionnels dans des dizaines de structures d'aide à domicile, donc aussi bien des auxiliaires de vie que des encadrants. Et ça, on le fait au titre de compagnie, donc notre filiale dédiée à la formation. On le fait aussi dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le collectif L'Humain d'abord, qu'on a créé avec d'autres structures d'aide à domicile, qui en fait accompagnent des dirigeants de structures d'aide à domicile, aussi bien associatives ou privées lucratives. Il faut savoir qu'il y a 6000 structures d'aide à domicile aujourd'hui en France. Et on les accompagne sur le chemin d'une nouvelle forme d'organisation, parce qu'il y a un grand mouvement qu'on est fier d'avoir contribué à amorcer dans notre secteur de transformation des structures, qui est impulsé par des dirigeants, encouragé par des collectivités locales, des départements ou des régions. Donc voilà, tout ça, c'est aussi pour redire que beaucoup de choses se passent en dehors du cadre des lois nationales dans ce secteur, et tant mieux. Est-ce que, comme vous marchez sur deux pieds, B2B, B2C, est-ce qu'il est juste de dire que vous avez développé l'activité B2B parce que le B2C n'était pas suffisamment rentable, parce que peut-être vous faites un tarif social, ou pas du tout, parce que vous avez un dispositif de financement également public et il n'y a pas que du reste à charge pour les bénéficiaires? Alors non, l'aide à domicile, elle est rentable chez nous. On a la vocation à l'être. Après, évidemment, il y a une tension assez forte entre la rentabilité et l'impact, parce qu'à partir du moment où votre impact, c'est d'améliorer les conditions de travail des professionnels et de rendre vos services accessibles, dans un métier où 80% des coûts, c'est les salaires des gens que vous employez, il y a forcément une énorme tension. Donc ça, c'est une vérité. Donc on n'aura jamais une rentabilité faciale qui sera très importante. Pour autant, on pense qu'avec notre démarche positive sur l'aide à domicile, on peut avoir une croissance, c'est plutôt le cas, forte, organique. Donc ça a aussi une valeur économique. Et donc, on ne se dit pas du tout que l'aide à domicile n'est pas assez rentable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a vite vu qu'on n'allait pas, avec notre activité d'opérateur, avoir un impact systémique sur le secteur. Parce que même si on faisait une entreprise très, très fructueuse qui ferait, je ne sais pas, 100 millions de chiffre d'affaires, ça représenterait à peine 1% du marché. Et donc, comme notre raison d'être, c'est vraiment d'humaniser l'ensemble du secteur, eh bien, la formation nous a apparu tout de suite comme un moyen d'avoir un impact sur l'ensemble du secteur, enfin, sur un grand nombre important d'organisations. Et puis, effectivement, c'est aussi un complément économique, c'est vrai, parce que la formation, aujourd'hui, avec le système de la formation professionnelle, fait qu'il existe des besoins importants, beaucoup de gens qui ont un compte CPF qui n'utilisent pas, et donc une opportunité de générer du chiffre d'affaires et aussi générer, c'est vrai, de la marge, parce que quand on forme quelqu'un, on peut générer une marge tout à fait correcte sur la formation sans que ça vienne grever quoi que ce soit dans le pouvoir d'achat ou dans les possibilités de la personne que vous formez. Et donc, il y a peut-être moins de tension dans cette activité entre la rentabilité et l'impact. Et donc, c'est tant mieux parce que ça nous permet à la fois de nous développer économiquement et en termes d'impact sur le secteur. Vous avez combien de personnel chez Allenvie pour fournir toutes les prestations que vous fournissez? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 85 auxiliaires d'Envie et 25 personnes dans l'équipe du siège. Et alors, comment est-ce que vous faites pour attirer les talents au moment où les besoins sociaux sont de plus en plus importants? Alors, je dirais que les auxiliaires de vie, c'est vraiment notre mode de fonctionnement qui attire, parce que c'est vraiment une manière très différente de pratiquer le métier, où on est en collaboration constante avec ses collègues, on travaille vraiment en équipe, on peut ajuster plus facilement son planning et avoir vraiment la main sur la manière dont le travail est organisé. Donc ça correspond aux attentes de beaucoup de professionnels. Pas de tous, parce que ce n'est pas un modèle qui plaît forcément, qui convient à tout le monde. Il ne faut pas non plus vendre la lune, ce n'est pas vrai. Mais certains qui veulent vraiment avoir plus de prise sur leur quotidien, sur leur organisation, sont vraiment ravis de ce mode de travail. Donc ça nous différencie immédiatement. Et donc, je dirais qu'on arrive
en tout cas, à attirer, je pense, des gens à qui notre modèle convient. Et donc, on n'a pas trop de problèmes de recrutement, beaucoup moins que d'autres structures. Et puis, sur l'activité plutôt conception de formation, développement technologique, parce qu'il y a toute une dimension digitale, on a une chance énorme, c'est d'attirer des jeunes avec des cursus souvent de formation très bons et une motivation pour notre projet qui est très forte. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu une tautologie de le dire, mais les jeunes générations ont envie de sens. Et nous, d'autant plus dans ces métiers, ce que je constate, c'est que c'est du sens, mais c'est pas du sens galvaudé. C'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on va travailler dans l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est qu'il y a une bonne raison. Et là, ça, vous pourriez parler avec n'importe qui chez Alenvie, vous trouverez une raison assez profonde pour laquelle ils travaillent dans cette organisation. Là où, et c'est très, très bien aussi, mais les organisations, les startups centrées sur l'environnement, l'économie circulaire attirent beaucoup, mais presque aussi avec beaucoup de sincérité, mais parfois avec presque un phénomène de hype, je pense, qui fait que c'est très, très attractif. Je pense que nous, on n'est pas encore complètement dans la hype, donc on a vraiment des gens extrêmement engagés et ça fait une authenticité et une cohésion très forte. Joël Rioux, de votre côté chez Responsage, comment est-ce que vous faites pour attirer les talents? Parce que là aussi, vous avez besoin de compétences particulières pour l'accompagnement des salariés. Alors, tout à fait. Je dirais que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la crise a été un moment d'accélération, si vous voulez, de l'attractivité de ce que nous faisons auprès des professionnels. Nous avons, comme Guillaume, un double ou triple volet, parce que la dimension formation est très importante pour nous aussi. Il faut comprendre qu'on est dans une transformation finalement d'un métier du social, qui est celui de l'accompagnement social, un métier qui n'a pas bougé depuis peut-être 1945, dans lequel on introduit des nouvelles technologies. Donc, il nous a fallu trouver aussi des personnes prêtes à venir travailler avec nous dans le domaine de la technologie. Ce qui n'était pas vraiment notre objectif initial d'ailleurs, hein. C'était au fur et à mesure qu'on s'est aperçu de cet élément. Ensuite, il faut trouver des travailleurs sociaux qui soient prêts à venir travailler à distance. Donc ça, comme je l'ai expliqué, ça a été là, l'année qui vient de s'écouler a été fondamentale pour nous pour pouvoir basculer vers un recrutement où c'est nous qui choisissons, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de dire venez, vous allez voir, c'est bien, etc. Là, tout d'un coup, on a un flux de candidatures et de candidatures à forte valeur ajoutée. Et puis trouver aussi des personnes pour tout ce qui est marketing, communication. Et pareil, là, trouver des trentenaires qui soient engagés. Mais je dirais qu'on n'a pas de difficulté à motiver les gens à venir nous rejoindre. D'abord parce que l'objet social de l'entreprise, bah, c'est le social. Et c'est le social au sens social efficacité. C'est-à-dire qu'on va attirer des gens qui ont déjà une vocation. La vocation, c'est d'accompagner les fragilités des personnes. Et ils découvrent chez nous une manière différente de le faire, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies comme outil d'aide à la décision, comme outil qui permet de gagner du temps. Donc, si vous voulez, on a la volonté aussi de continuer à élargir nos sites de recrutement, sans doute vers une activité de formation renforcée. Ça représente aujourd'hui entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires. L'année dernière, nous avons fait une croissance de plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça montre aussi la capacité que l'on a pu avoir à profiter, en tout cas, ou à surfer sur une situation qui nous a conforté dans notre dimension d'innovateur. Et bien évidemment… Ça avance vite, oui, oui. Je Voilà. vois, ça avance vite. Juste pour revenir sur la question de l'attractivité des métiers, est-ce que, par exemple, le salaire est une variable importante chez vous, enfin un levier d'action en tous les cas? Est-ce que le mode de management aussi est différent chez vous d'ailleurs? Alors, le salaire est évidemment un mode d'attraction, un élément d'attraction important, c'est une évidence, hein. Et je pense que nos salariés sont payés au-dessus du marché. Les conditions de travail sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que comment dire, la dureté de la crise fait que les travailleurs sociaux, les gens qui sont dans l'accompagnement en direct, ont de plus en plus de mal à gérer l'agressivité ou les problématiques de violence qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on a des personnes qui sont ravies de pouvoir travailler à distance avec nous, qui ne veulent plus être confrontées à des agressions. Là, moi, j'ai en tête une de nos jeunes femmes qui travaille avec nous, qui a quitté la fonction publique suite à une agression qui lui a valu une vingtaine de jours d'ITT et qui s'est plaint de ne pas être soutenue par
son entourage professionnel et donc qui tout d'un coup a dit: maintenant je veux continuer à faire ce métier que j'aime, mais je veux le faire à distance. Et donc ensuite, oui, les conditions de travail sont extrêmement importantes. Le management, alors pour être très clair, c'est quand même une découverte pour beaucoup de gens qui viennent travailler chez nous, non pas pour ceux qui sont dans la data, dans la techno ou le marketing, mais pour les travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on révolutionne un métier dans lequel on introduit une certaine dose d'efficacité, une certaine dose de vision de ce qu'a ressenti en fait la personne qui a été accompagnée, donc des choses parfaitement nouvelles pour les personnes qui viennent travailler avec nous, mais qui comprennent l'intérêt de ces méthodes de management. Donc, on voit comment vous faites bouger votre métier. Vous nous avez dit aussi que votre activité a augmenté. Vous avez dit quoi? 10% en 2020, après 40% de hausse en 2019, c'est ça, si j'ai Non, bien c'est compris? 40% en C'est 2020. l'inverse. D'accord, c'est l'inverse. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise sociale comme la vôtre peut devenir leader de son marché? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que le marché, on le crée. C'est-à-dire qu'on invente quelque chose qui n'existait pas vraiment. Deuxièmement, je crois qu'on va plus transformer un métier, transformer le métier de l'accompagnement social au sens large du terme, avec une vision qui reste toujours attachée donc à l'humain, à la valeur de l'accompagnement qui est fait, mais avec une vision nouvelle qui est celle de la capacité à aller au bout de la mission, à trouver systématiquement des solutions et à donner au travailleur social la capacité de trouver la solution. Et ça, c'est assez nouveau. Et enfin, toujours dans cette comment dire, notion d'efficacité, l'introduction ou la collecte de data est un élément absolument important. Je n'en ai pas parlé parce que ça fait peut-être beaucoup trop de choses, mais une des nouveautés que nous introduisons, c'est la capacité de donner aux DRH, aux directions des relations qualité-vie au travail, des datas objectivées qui leur permettent d'avoir une sorte d'outil pour piloter leur politique sociale et accompagner les salariés en fonction de leur fragilité, ce qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à présent. Et ça, c'est le cœur du réacteur chez Responsage. Mm. Guillaume Desnaux, chez Allenvie, quelle est votre stratégie de développement? Alors, il y en a, elle est assez multiple. Nous, notre ambition, c'est d'avoir un impact vraiment important à l'échelle du secteur. Donc, il y a des objectifs forts sur le développement de la formation. On a lancé là, en ce début d'année, une application gratuite avec des dizaines d'heures de contenu e-learning pour tous les professionnels du prendre soin qui le souhaitent. Ça, c'est un engagement fort aussi, voilà, d'accessibilité de nos services. Donc, on souhaite vraiment démocratiser et développer l'accès à la formation sur toutes les dimensions humaines du métier, mais aussi d'autres dimensions dans l'année qui vient. Sur l'aide à domicile, on réfléchit actuellement avec d'autres acteurs pour voir si on ne pourrait pas créer un réseau à plusieurs pour avoir un impact encore plus fort avec la marque à l'envie et déployer le modèle d'équipe autonome encore plus vite. Donc, c'est ça notre principale action. Et on est aussi assez actif, mais je ne peux pas trop en dire plus à ce stade, sur des projets concernant l'habitat partagé pour les personnes âgées, parce que voilà, une extension des activités d'aide à domicile est en train d'arriver et va bientôt se développer, vont être des lieux de vie partagés qui vont être des alternatives aux EHPAD, où on pourra avoir à la fois un lieu qui ressemble qui est encore un vrai domicile, même s'il est partagé, avec un accompagnement de qualité humain et qui pourra, pour certaines personnes, être une alternative dans le parcours de vie par rapport à l'EHPAD, qui parfois est nécessaire, mais aujourd'hui a besoin d'avoir des alternatives dans les prochaines années pour répondre toujours aux mêmes enjeux de choc démographique qui arrivent.